sortez d'Afrique. Voilà, et donc prochaine, on passe directement dessus. Sortez d'Afrique, donc, genèse du sémitique, comme je vous ai dit, hein, il y a trois couches successives hein, d'invasion de l'Asie occidentale à partir d'Afrique. Il y a une première invasion qui s'est faite, c'est les populations parlant le dialecte Kikuki, cette branche morte dont on ne voit plus de traces en Afrique, qui a disparu, donc qui est parti là-bas. Et on voit les équivalents, hein. On voit les équivalents là. Deuxième branche, deuxième vague, c'est justement les populations Béer, parlant une langue Béer. Ils sont venus s'y ajouter. Et ils ont donné un certain nombre de mots en sémitique, hein, vous le voyez en wolof, en arabe ou en acadien, on le voit bien hein, avec le même phénomène. Ensuite, la troisième vague, eh ben, c'est une vague béré. Ok? La vague béré, c'est celle qui a amené les mots sémitiques que vous voyez là. Ben, vous avez peut-être remarqué le préfixe arabe mou, ok, que vous trouvez dans plein de mots. Vous faites peut-être pas le lien avec le préfixe bantou correspondant, mais c'est exactement la même chose. Hein, le mou que vous trouvez dans Mohamed, hein, ou dans Moubarak, ou dans Mou, je sais pas quoi, hein, dans Moudjahidine, etc., etc. Et bien ça, c'est ce mou préfixe bantou de la première classe, c'est ça qui est passé en sémitique par des invasions de Bantou. Les derniers à sortir d'Afrique, quoi. À aller là-bas vers ces gens-là. Ok? Hein? Donc ce qui est mou, ce qui est ma, vous le trouvez aussi en arabe. Ma. Ok? Préfixe de place. Exactement comme en Bantou. Ma, préfixe de classe. Et puis, aussi, ça existe aussi sous forme suffixale. Et donc, vous le voyez aussi dedans. Ok? Merci. Et tout ça, c'est la dernière vague hein, qui a amené ça au sémitique. Et c'est l'ensemble qui a constitué le sémitique. Bon, ensuite, en fait, bien évidemment, ensuite, après, ils ont continué à injecter de nouveaux mots. À partir des Égyptiens anciens aussi, ça va là-bas. Et ensuite, ça revient dans l'autre sens aussi. Hein. Après, historiquement, hein, c'est des mots sémitiques arabes qui reviennent en Afrique. Hein. Et même en Sango, on a des mots arabes. Par exemple, pour dire le monde, hein, on dit Dunia, en Sango. Ok? Bon, c'est un mot arabe, hein, ce qui existe dans plein d'autres mots langues africaines aussi. Donc voilà la genèse du sémitique. Ok? Ce sont des populations africaines, parlant des langues africaines, par trois vagues successives qui sont arrivées dans ces régions-là et qui ont imposé leur langue aux populations locales, quelles qu'elles soient, je ne sais pas ce qu'elles étaient, qui parlaient d'autres langues, et ça a remplacé donc les langues de ces gens. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas forcément des langues non africaines, puisque ça a été apporté par trois vagues successives par des Africains, mais imposé aux populations locales, parce que c'était des colonisateurs, les Africains. Ok? Ils arrivaient par vagues successives sur des populations qui existaient déjà et qui avaient leur civilisation, leur langue, leurs coutumes, etc. Les Africains arrivaient par trois vagues parce qu'ils étaient plus évolués, technologiquement parlant et culturellement parlant, je veux dire. Hein, bon. Et voilà, ils faisaient que, exactement comme les Européens sont arrivés en Afrique, hein, et ils sont en train d'imposer leur langue. Hein. Sur les Africains. Hein, on peut facilement perdre nos langues africaines comme ça au profit du français ou de l'anglais ou de l'espagnol ou du portugais ou j'en passe, c'est le meilleur. Prochaine slide. Là, c'est pareil, genèse de l'indo-européen, langue indo-européenne. Bon, là, j'ai dû tourner dans ma tête plusieurs fois pour dire mais c'est pas possible. Pas possible, mais à chaque fois, la méthode comparative me donne le même résultat. Si, c'est ça, c'est comme ça. Les langues européennes sont issues de colonisateurs africains. Ce sont des langues africaines qui sont arrivées là-bas. Je suis arrivé à cette conclusion comment? J'ai essayé de prouver
par la méthode comparative que les langues européennes n'ont rien à voir avec l'égyptien ancien, n'ont rien à voir avec les langues africaines. Que le négro-égyptien tel qu'on l'a établi, c'est différent de l'indo-européen. Et donc j'ai essayé de prouver qu'en fait il n'y a pas de règle de correspondance phonétique. Et à ma grande surprise, eh bien si. Eh bien il y en a systématiquement dans tous les mots de l'indo-européen. C'est bizarre. J'ai commencé à regarder au niveau de la morphologie, j'ai trouvé exactement la même chose. Les mêmes lois. Et même il y a des faits de phonologie indo-européenne qu'on n'arrive pas à expliquer. Actuellement, les Indo-Européens n'arrivent pas à expliquer maintenant, qui s'expliquent naturellement par le négro-égyptien, par les langues africaines. C'est naturel. Mais les gens n'arrivent pas le comment jusqu'à maintenant. L'une des raisons pour lesquelles mon livre est étudié dans les universités, c'est aussi à cause de ça. Pour ça. Ça ne touche pas que l'Afrique. Donc, disons que ces gens-là ont été colonisés par 3 vagues successives colonisateurs africains. Ok? Première vague que j'appelle la vague S, je le décris. Le dialecte S que je décris dans le livre. Ceux qui sont à l'origine justement du S, du pluriel français. Ou bien tous les prénoms français en S là. Hein? Le Jules, le Georges, Yves, Jacques, enfin, il y a des S. Bon. Ça, l'origine de ce S là, ce sont ces envahisseurs. C'est ce dialecte qui est arrivé à un moment donné. Tout de suite après, il y a un autre dialecte où, simultanément, un autre dialecte que j'appelle le dialecte O. C'est eux qui ont apporté, en fait, les formes suffixales O pour le masculin, A pour le féminin dans les langues européennes. Ok, que vous retrouvez en russe, mais en espagnol aussi. Hein? Muchacho, muchacha, y a plein. Hein? Le féminin c'est A, le masculin c'est O. Mais ça, c'est du Haoussa ça. Le Haoussa c'est O au masculin, c'est A au féminin. Le Zandé c'est pareil, c'est O au masculin, c'est A au féminin. La seule différence c'est que le Zandé lui, il explique de par sa propre force pourquoi c'est O et pourquoi c'est A. Le Haoussa aussi par sa propre force, même pas sans tenir compte du Zandé, le Haoussa par sa propre force, il explique. Mais l'indo-européen non, il n'explique pas. C'est juste comme ça, c'est O. Voilà, c'est comme ça. C'est A, et puis c'est comme ça. On se tait. Mais la vraie source, c'est les langues africaines qui les ont apportées. À une époque quand même relativement ancienne, il faut le dire. Et puis finalement, eh bien, le dialecte M, en fait, c'est les colonisateurs de type bantou qui sont arrivés dernièrement, les mêmes qui sont arrivés chez les Sémites que j'ai décrit tout à l'heure, les derniers là, qui ont donné le Moubarak, idem que Mugabe. Hein, vous avez vu, vous avez remarqué quand même que Moubarak, Mugabe, il faut les détails, ça compte. Ce sont les mêmes qui sont arrivés là-bas. Et c'est eux qui sont à l'origine des suffixes en latin, en maximum, référendum, etc. Vous connaissez bien ces mots. Bon, voilà. C'est ces formes-là. Ok? Donc, des colonisateurs africains arrivant en position de force, mais en très petit nombre, dans des populations, il faut le dire, démunies, européennes et ouest asiatiques. Et ils imposent sur eux leur langue. Et puis de proche en proche, ils parlent cette langue-là et ils ont perdu leur langue d'origine, quoi. Ok? Et ils parlent plus que ça. Oui. Et pourquoi vous parlez de colonisateurs africains au lieu de colonisateurs sur d'autres populations, puisque vous-même, vous avez dit que vous êtes allé aux origines quasiment de la langue, de l'expression même parlée chez l'être humain. Pourquoi vous ne dites pas que c'est plutôt ces populations-là, avec les différents trois groupes successifs que vous avez mis en évidence, ce sont ces trois groupes-là
qui vont occuper l'espace géographique pour donner le type de population européenne. Je comprends, ouais. Voilà. Votre question fait sens, mais si je dis ça, c'est juste parce que ces langues, l'indo-européen, ça s'arrête à l'indo-européen. Quand vous l'expliquez, vous ne pouvez pas aller au-delà. Avec les langues européennes, vous ne pouvez pas aller au-delà de l'indo-européen. Si vous restez qu'à l'intérieur des langues européennes. Ok? Vous remontez jusqu'à l'ancêtre prédialectal qui est le proto-indo-européen, mais vous ne pouvez pas aller au-delà. Quels que soient vos efforts, en vous basant uniquement sur les langues européennes, vous ne pouvez pas atteindre un pré-indo-européen. Un pré-proto-indo-européen, par exemple. C'est impossible si vous restez dans le cadre de l'indo-européen. J'ai comme l'impression que je n'ai pas été compris. Non, je vous ai très bien compris, mais je vais pas à pas. Ok? Donc, vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Déjà. Moi, je vais dans votre sens. Hein. Bon, oui, non, mais je vois. Mais il y a cette nuance qu'il faut que j'explique. Ok? Donc, vous ne pouvez pas aller au-delà à partir de ces langues européennes pour expliquer les faits phonétiques et grammaticaux de l'indo-européen. Il faut partir par des faits qui ont été développés récemment au niveau au niveau de l'Afrique, des langues africaines. Je reprends ce que j'ai, le tableau qui est là. Voilà. Quelle page? La page 18. Dans la page 18, vous verrez que toutes ces histoires en ou en mou, ces préfixes-là, ou ces suffixes, ils ont été développés à ce stade-là de BR ou BR. Ok? C'est-à-dire au niveau du négro-égyptien post-classique. Ok? Donc, ils se retrouvent, alors qu'ils ont été développés à ce niveau-là, ils se retrouvent en indo-européen, dans la zone de l'indo-européen. Ok? Donc, il ne peut pas se trouver simultanément là-bas. Il aurait fallu qu'on trouve un chemin depuis ce même négro-égyptien archaïque là, au tout début là, la tête. Il aurait fallu qu'on trouve en indo-européen, sans sortir de l'indo-européen, un chemin partant de négro-égyptien archaïque et aboutissant chez eux. Ok? À partir de cet élément de départ et aboutissant à Mou ou à Oum. Il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Donc ça, c'est le premier élément. Moi, je trouve que ça s'explique pourtant par rapport à ce que vous avez fait vous-même. Hein. Ça s'explique très clairement. Parce que là, ça s'explique comment? J'ai l'impression qu'en même temps, vous oubliez, ou je ne sais pas si vous omettez d'associer les étapes de migration de l'Afrique vers le reste du monde. Oui, mais voyez, justement, excusez-moi, oui. essayez juste d'écouter un peu ce qu'on vous pose comme question. Vous-même, quand vous mettez l'archaïque négro-égyptien, on ne peut pas le dater peut-être à plus de 100 000 ans. On peut peut-être dire que, puisque là on parle de Homo sapiens. Oui, tout à fait, oui. Ça peut être peut-être plus de 100 000 ans. Oui. L'indo-européen, lui, n'existe pas. Vous comprenez? Oui, tout à fait. On ne peut pas lui retrouver, en fait, cet archaïque-là. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Quand on va l'indo-européen, c'est peut-être à partir des populations. Bon, enfin, selon les dires d'aujourd'hui, c'est à partir de 40 000 ans que le type africain a migré vers là-bas. Oui, tout à fait. Peut-être le stade que vous avez mis. Ah non, non, mais j'ai compris tout à fait ce que je veux dire. Oui, je comprends tout à fait. Voilà. Mais justement, j'évite les peut-être dans l'équation. C'est pour ça. C'est parce que j'évite les peut-être que je dis. Oui, voilà. C'est pour ça. C'est parce que j'évite les peut-être que je dis que non. Je dis que non parce que si vous regardez les langues africaines telles que je les ai reconstruites, je suis parti des 6 langues que vous avez en bas par leur seule force, à partir des seules data qu'il y a en eux. Je suis capable de remonter jusqu'au truc archaïque.
Parce que la langue, c'est ça. On hérite toujours de son ancêtre, ok? Et on garde en soi les faits, les différents faits qui ont été inventés entre temps. On les garde dans la communauté, ok? En ligne directe. En indo-européen, on ne peut pas le faire. Ok? On ne peut pas le faire. Et pour une raison simple, c'est que les mots se construisent selon ce que j'appelle une sémantaxe. C'est une des bases justement de mon travail. Une sémantaxe, c'est-à-dire, c'est une manière de former les mots, ok? Qui confine même à une idéologie. Ok? Vous avez vu par exemple que pour former les mots abstraits, on part de mots qui signifient place. Ok? Vous avez bien vu ça. On part des mots qui signifient place et on ajoute un adjectif à côté, l'adjectif correspondant, et on a l'abstrait. Ou le nom, on a l'abstrait. C'est un mécanisme. Ok? Et même quand le mot a déjà été formé, on peut le recréer en réutilisant la même sémantaxe. Une fois qu'on a hérité cette façon d'associer, on le fait, on crée de nouveaux mots comme ça. C'est pour ça que vous avez vu le mot bounéfer. Il est assez récent dans la langue égyptienne. Ok? Mais il y a des mots archaïques égyptiens qui sont formés à partir des mots abstraits, à partir de l'association place et un autre mot. C'est un mécanisme qui est ancien, mais qui se répète, on arrive à le recréer. Le sango le fait même. Vous avez vu pour le mot selo, hein, qui veut dire énoncer, à partir du mot parole et du mot place. Ok? Donc, quand vous allez dans le domaine indo-européen, vous avez un mot, par exemple, qui veut la formation d'abstrait, par exemple. Vous avez les mêmes formes, mais vous n'avez pas le mécanisme qui associe le mot place, ok, au mot au nominal correspondant. Ça veut dire que c'est un emprunt. Ils ont juste emprunté le mot. Ok? Donc, en fait, toute la langue indo-européenne a été entièrement empruntée à une autre population. C'est une autre population qui est venue, qui a fait parler cette population locale, mais on ne donne pas le mécanisme, la sémantaxe, on ne le donne pas. On emprunte juste ce qu'on emprunte. Mais donc, à travers ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que vous tentez aussi de développer, afin de confirmer la théorie du polygénétisme, c'est ça? Non. Je suis en train de dire que pour les langues indo-européennes, je ne sais pas ce qui se passe pour le chinois, je ne l'ai pas étudié. Mais pour le sémitique et pour l'indo-européen, ce que je sais, c'est que ce sont des langues qui sont des emprunts entiers aux populations africaines. Ce sont des langues africaines qui ont été parlées par d'autres populations qui n'ont pas la même vision. Exactement comme par exemple, qu'est-ce que je vais vous donner l'exemple? L'exemple inverse, il existe dans les langues africaines actuelles. Par exemple, le français de Côte d'Ivoire, hein, ou le français d'Afrique, c'est du français, ok? Bon, on parle le français, machin, mais vous voyez que c'est en train de dériver grave par rapport au français originel. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas, nous parlons, en Afrique là-bas, on parle ces langues, on n'a pas la sémantaxe, le mécanisme de formation des mots de ces langues-là. On parle comme ça. Et ça, c'est l'exemple typique de créole, quoi. Okay? Donc l'indo-européen, en fait, c'est une forme de créole. Okay? C'est des populations qui n'ont pas la même tradition que ceux qui ont apporté la langue. Ils parlent la langue, ils n'ont pas la même... donc la langue a été figée à ce moment-là et évolue dans une autre direction. En fait, non, pardon, je voulais juste un peu essayer de dire, parce que je comprends ce qu'il dit, hein, moi... oui, moi aussi je comprends ce qu'il dit, oui. Les gens qui partent d'Afrique, ils arrivent en Europe, ils arrivent avec la langue, ils ont migré, ils arrivent avec la langue, ils n'ont pas perdu la langue. Mais que devient cette langue-là?
Ah, mais les langues, Non, non, les langues, exactement. les langues peuvent disparaître. Il y a beaucoup de langues qui disparaissent en Afrique. Je n'ai pas dit qu'elles ne disparaissent pas. J'ai dit simplement, moi je parle du Cameroun. Oui. Je parle une langue. Oui. Quand j'arrive ici, je prends une population donnée, Oui. je n'ai pas perdu ma langue. Peut-être que j'ai trouvé des gens sur place qui vont faire que ma langue va changer, mais je continue à garder ma langue. Vous continuez à garder la langue, mais si vous êtes... Oui, je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire que ceux qui arrivent il y a 40 000 ans, 50 000 ans, enfin, Oui. en fonction des dates, Oui. ont trouvé probablement ce qu'on appelle des générations d'avant. Est-ce que ceux-là parlaient une langue qui ont fait que ça a dénaturé ceux qui sont arrivés? Ou alors, c'est ceux qui sont arrivés qui ont complètement dominé les autres? Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais, mais oui, j'ai dit que les faits tels que on les a, montrent que ce sont des langues, ce sont le vocabulaire et la grammaire des langues indo-européennes s'expliquent à partir du vocabulaire et des langues africaines. Ces langues africaines-là. Ok? Bon. Maintenant, la sémantaxe, la façon de créer de nouveaux mots, montre que, en fait, ces populations européennes qui parlent des langues finalement africaines, n'ont pas la même vision du monde. Donc, ils ne génèrent pas les mêmes choses. Donc, à partir de la langue qu'ils parlent, ils vont suivre une évolution qui est complètement différente. Parce que les langues africaines suivent une évolution qui va dans le même sens. Ça va quasiment dans le même sens. C'est parce que c'est une communauté. C'est pas un hasard. Si vous voyez, les Bantous restent les Bantous. Ils conservent les formes les plus archaïques. C'est parce qu'ils ont une tradition, une vision du monde. Quelque chose qui fait que ça renforce la tradition. Et qu'ils recréent constamment les formes anciennes. Quand ça s'use. Ok? Mais ce n'est pas le cas quand vous empruntez toute la langue à une autre communauté. Ok? Par exemple, les créoles. Les Antillais et autres, ils parlent le créole, mais c'est du français au départ. Donc c'est pas leur langue, hein, c'est du français au départ qu'ils parlent en essayant de s'adapter, d'utiliser leur façon de voir le monde, c'est-à-dire leur sémantaxe à eux. Ok? Et ça fait que ça a dénaturé le français, ça a amené le français dans une autre direction. Mais quand vous appliquez la méthode comparative au créole, vous vous rendez compte que c'est du français. Ça dérive du français. Mais on ne va pas dire que c'est du français. Ok? On ne va pas dire que c'est du français. C'est ça la différence. C'est des populations, bien sûr que les populations pré-sémitiques ou pré-indo-européennes, parce que quand on parle d'indo-européens, on parle de culture indo-européenne, mais la langue elle-même, les langues elles-mêmes, c'est apporté par des Africains à des époques relativement récentes. Et j'insiste dessus. À une époque où l'Europe était déjà peuplée. Ok? L'Europe était déjà peuplée. Donc, il y avait déjà des gens qui parlaient des langues. Ok? Et c'est facile de balayer une langue. En France, on parlait quoi? On parlait le gaulois. On parlait des langues gauloises. Ces gens-là, c'est ça ma question. En fait. Ces premières populations-là, donc, oui, qui parlaient sur certaines langues oui, européennes, en oui, fait, ils ne venaient pas d'Afrique. Ils venaient pas d'Afrique. Ils venaient d'Afrique, mais c'est une autre question. Il faut séparer les choses quand on raisonne. C'est une autre question. C'est un autre problème. On n'arrive pas. C'est comme les Chinois. C'est comme les Chinois. Les Chinois viennent aussi d'Afrique. Mais la langue chinoise, moi, je ne peux pas la relier à ce négro-égyptien archaïque. Je ne peux pas la relier. Je n'ai pas encore fait le lien. Donc, je ne peux pas le dire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension. Non, laisse-moi poser ma question. Non, je comprends ce qu'il veut dire. Non, en fait, je comprends ce qu'il veut dire. Non, mais lui, il veut dire que comme le négro-égyptien archaïque est une langue qui est née ex nihilo, c'est certainement ça
qui a donné naissance à toutes les langues du monde? On n'en sait rien. Parce que là j'ai fait cet exercice sur les langues africaines seulement. Donc, je suis arrivé à cette conclusion. Peut-être que d'autres langues sont nées spontanément au sein d'Homo sapiens à d'autres endroits. D'ailleurs, je l'ai dit dans le livre, à d'autres, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, il faut séparer les choses. On est des Homo sapiens, peut-être. Mais à l'origine, on parlait peut-être d'autres langues. Peut-être même qu'en Afrique, on parlait... Peut-être même qu'en Afrique, on parlait plusieurs langues qui n'étaient pas des langues négro-égyptiennes. Et qu'en fait, les populations négro-égyptiennes ont balayé tout le reste. Et là, je passe en particulier aux Khoïsans, aux populations khoïsanes. Ok, les populations khoïsanes, ils ne rentrent pas dans ce schéma. En tout cas, pour l'instant. Ok, quand ils rentreront dans ce schéma, on verra. Donc, il faut bien séparer les choses. Je parle des langues négro-égyptiennes telles que je les ai définies là. J'ai retrouvé leurs traces telles quelles chez des populations dans les langues indo-européennes. Ok? Mais sous des formes relativement récentes. Ce qui suggère que ce sont des populations venues récemment d'Afrique qui sont arrivées là-bas avec ces formes de langue et qui les ont imposées aux populations locales. Et ces populations locales ont changé de mot. Et je parle de colonisation parce que ils ont dû venir en très petit nombre. Parce qu'ils étaient venus en grand nombre. Ils auraient apporté aussi leur vision du monde, leur sémantaxe. Et ça aurait continué, ça n'aurait pas été différent des langues africaines, ça aurait suivi la même évolution. Comme ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'ils sont venus en très petit nombre. Comme les Français sont venus en Afrique en colonisateurs, ils sont venus en très petit nombre. Okay? Mais ils ont imposé leur langue à quasiment tout le monde. Ces gens ont commencé à parler le français et les langues locales sont en train de disparaître. Au bout de quelques siècles, ils pourraient, si on ne fait pas attention, ne plus en avoir. On parlait que de français. Mais on parlait le français avec l'idéologie africaine, avec la façon de voir des Africains. Ça s'ouvrait un autre chemin que le français de France. Et ce serait devenu une langue différente, mais qu'on retrouverait par la méthode comparative et qu'on rapprocherait du français assez facilement. Oui. Je voulais juste savoir si vous êtes au courant des hypothèses ou des thèses qui affirment que la péninsule panarabique jusqu'à l'Inde était peuplée par des Noirs. Oui. Parce que si c'était une population souche des Noirs, c'est normal que leur langue reste et que parce que moi, par exemple, j'étais au sud du Vietnam, il y a une zone où il n'y a que des Noirs. C'est-à-dire que bon, maintenant, ils ont la peau un peu mate, mais dans tous les musées dans le sud du Vietnam, il y a une zone où on voit les femmes avec les seins, les singes, le nez épaté, mais j'étais surpris. Oui. Donc tout ça a été habité par les Noirs. Donc après, dans ce qui reste dans le micmac de mélange, de métissage, avec des populations trouvées et tout, c'est vrai que il peut rester des racines. Oui, c'est possible. Mais je fais toujours attention pour séparer langue et ethnie et race. Oui. Ok? Parce que, vous voyez, par exemple, les Ivoiriens de la capitale, Abidjan, etc., beaucoup ne parlent que le français d'Abidjan. Ils ne parlent même pas leur langue locale. Ce n'est pas des Blancs. Ce n'est pas des Français. C'est ce phénomène que j'étais en train d'expliquer pour dire, voilà, on change de langue de cette façon. Bon, effectivement, là, tout ce qui ressort de l'analyse, si on veut extrapoler au niveau historique, tout ce qui ressort de l'analyse linguistique montre qu'à un moment donné de l'histoire, les Noirs avaient, les Africains, ceux qui vivaient en Afrique, alors que l'homme était déjà sorti d'Afrique depuis longtemps, à peu près le reste du monde déjà depuis longtemps, ceux qui étaient restés en Afrique, qui parlaient l'Afrique, avaient la prééminence au niveau culturel, au niveau intellectuel, technologique, sur les autres. Et ils sont sortis d'Afrique en amenant ça avec eux. Et c'est un jeu d'enfant que d'imposer leur langue, même s'ils ne l'imposaient pas. C'est par la force des choses que ça se diffuse chez les autres qui vont l'adopter. Ok? Et changer leur langue.
avec. Le latin s'est diffusé aussi de cette façon et a balayé les langues. Oui. Alors, j'ai juste une question. En fait, je vois bien la méthode, hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes parti des langues telles qu'on les parle aujourd'hui, oui, pour essayer de faire des éléments de comparaison, oui, pour remonter un peu sur ce qu'on peut appeler l'échelle des langues. Oui, oui. Moi, ce qui me gêne un peu, parce que parce que la plupart des langues ont évolué. Oui. C'est-à-dire que même le sango dont vous parlez aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y a 100 ans, c'est comme ça qu'on le parlait. Oui. Est-ce que vous avez tenu compte de cette diaconie Ah oui, mais bien sûr. C'est ça le propre de la méthode comparative. C'est le propre de la méthode comparative. Ok, non, mais parce que je connais, il y a beaucoup de langues qui ont évolué, même le Ouais. Mais c'est pour ça qu'on fait la méthode comparative. C'est pour retrouver l'ancêtre dialectal à partir de l'état actuel des langues. C'est peut-être parce que vous êtes venu en retard, parce que c'est cette partie que j'ai parlé, que j'ai traitée au départ. Oui. Oui, moi aussi je suis arrivé en retard. Par rapport à cette problématique, je n'ai pas suivi la première partie. Qu'en est-il de l'afro-asiatique avec l'Égyptien? Ah oui, l'afro-asiatique n'existe pas. Voilà. C'est pas une famille linguistique type génétique. Ok. J'ai dépensé pas mal de dizaines de pages pour le démontrer dans le bouquin. Okay. On peut même pas... un comparatif sérieux ne regarde même pas ça. Et d'ailleurs, les comparatifs ne parlent même pas de ça. Si je vous ai posé la question, oui, c'est parce qu'il y a un certain Laziz Charé qui a fait une thèse de linguistique comparative à New York. Oui. Qui veut absolument démontrer que l'afro-asiatique existe. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Oui. Comme j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec lui sur la question. Donc, ouais. Bon. Mais au-delà. C'est assez intéressant qu'il veut absolument démontrer. Oui, parce que, oui, depuis le temps, ça fait 150 ans qu'on essaie de le démontrer. Pendant qu'Obenga et Diop n'étaient pas au fait des dernières techniques de linguistique comparative. Oui. Non, il n'y a qu'une seule technique de méthode comparative, c'est ce que j'ai présenté depuis le début. Il n'y en a pas d'autres. Il y a pas mille, vous avez vu, il n'y a pas 1000 techniques pour prouver la parenté des langues. Il n'y en a qu'une seule. C'est celle qu'on emploie pour l'indo-européen, pour le bantou, pour l'algonquien. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas d'autres. Alors, on peut bien en inventer de nouvelles. C'est pas ça, quoi. Bon, alors, on avance rapidement. Donc, voilà justement l'exemple de la dernière, de ce qui s'interprète comme la dernière invasion des populations parlant une langue négro-égyptienne chez aussi bien les peuples sémitiques et les peuples indo-européens. Voilà, vous avez vu cette correspondance extrêmement frappante qu'il y a entre les deux langues sémitiques sous-mentionnées et les deux langues indo-européennes sous-mentionnées. Vous avez vu? C'est extrêmement frappant. Alors, jusqu'à maintenant, aucun comparatif n'est capable d'expliquer pourquoi on a M en acadien et N en arabe. Et pourquoi on a M en latin et N en grec. Aucun Indo-Européen n'est capable de le montrer. Moi, je suis capable. Parce que j'ai fait entrer le négro-égyptien dans l'équation. C'est le bantou qui l'explique. N et M, pourquoi? Parce que les faits montrent que la consonne initiale est une consonne qui est une nasale labialisée. Du genre ngwa. Ngwe. Ok? Et donc, à partir de ngwe, on peut évoluer vers M d'un côté ou N de l'autre. Ok? Justement, quand on arrive chez des populations qui ne savent pas prononcer ces mots, ok? Donc, on le réduit à M ou on le réduit à N parce que c'est difficile à prononcer. Ok? Donc, ça l'explique parfaitement. Et c'est la preuve de l'existence de cet état de langue qui est arrivé dans la population aussi bien indo-européenne que sémitique, puisque vous n'expliquez pas autrement. Alors donc, je résume le tout par ce tableau de genèse de la chose. Donc,
à partir des positions actuelles des langues, bon, j'essaie de voir la position optimale de la langue d'origine. Et c'est ce qui fait la couverture de l'ouvrage. Hein. Donc, c'est une langue qui a dû être née quelque part en Éthiopie, au sud de l'Éthiopie, approximativement, ok, et qui s'est séparée en deux. Hein. Le gros des troupes qui maintiennent la tradition a dû descendre vers la région des Grands Lacs, donc à une époque reculée, et ensuite, après, a donné naissance à ces différentes langues. Et puis, il y a une autre qui est remontée vers le nord, c'est-à-dire qui s'est séparée de l'ancêtre, de la communauté, de la grande communauté, et qui a vu sa langue se déprécier par rapport au stock originel. Ok, et donc, c'est pour ça que ça a évolué plus rapidement. C'est pour ça que le K intervocalique bantou est resté K, parce qu'il est resté dans la famille, on sait comment la prononcer. Par contre, ceux qui se sont hasardés à s'éloigner du cœur, eh ben, ils prononcent les choses de façon de plus en plus négligente. Et puis, eh ben, ça a évolué très rapidement. Et ça a donné naissance donc aux différentes langues que vous voyez en haut. Et ensuite, après, comme le gros des troupes se trouve dans la région des Grands Lacs, et bien après, ils sont remontés par vagues, mais plus tard. Hein, ça c'est, hein, y a eu des mouvements vers le haut à partir de la région des Grands Lacs, plus tard, pour arriver dans les trucs. Donc, voilà, phonologiquement, c'est comme ça que les choses ont dû se produire. Vous voyez, parce qu'il y a une sorte donc d'isoglosse, ce qu'on appelle une isoglosse en linguistique, qui sépare donc l'Afrique en deux. La partie conservatrice se trouve au sud de cette ligne, et la partie évoluée, hein, ou atténuée, ou ce que vous voulez, hein, se trouve au nord. Et donc les évolutions au nord, c'est quoi? C'est que le T intervocalique, il est devenu R, le K intervocalique est devenu L, ou quelque chose du même genre, alors que dans la partie sud, eh ben, tout se conserve, quoi. Les choses sont conservées, parce qu'ils conservent la tradition. Et donc voilà comment les choses ont dû se produire. Et ceux qui sont arrivés en Égypte, et ils ont dû sortir, ils ont dû continuer par vagues successives, hein, parce qu'ils continuent sur leur lancée. Hein. C'est nous qui parlons Afrique, mais à l'époque, les gens, est-ce qu'ils parlaient... Bon, hein, il y a un chemin qui va vers l'Asie. Ils vont. Oui. Donc, la notion d'Afrique, voilà, donc ils sortent, ils vont, bon, ils trouvent d'autres communautés là, ben, ils sont allés loin de leur base. Hein, ok, donc bon, eh ben, ils se mélangent avec les populations locales, ils sont en minorité, et puis bon, voilà. Donc, il y a une partie qui a donné le sémitique. On voit bien le cheminement d'ailleurs, hein, c'est assez logique. Ok, hein, donc, hein, la partie qui a bifurqué vers l'est a donné le sémitique, hein, et la partie qui est allée dans le nord, parce qu'il ne peut pas aller autrement, hein, parce qu'à l'est, c'est la mer, et bien, a donné l'indo-européen, quoi, hein, donc dans la région de l'Anatolie. Hein, ok, et l'indo-européen lui-même, il y a eu deux dialectes, hein, donc Kentum à l'ouest et Satem à l'est, donc tout ça est logique. Et donc, s'explique à partir des données africaines. Donc là, bon, eh ben, je mets un certain nombre de mots indo-européens qui s'expliquent que par des langues africaines, par des formes récentes. Hein, j'insiste bien, des formes récentes des langues africaines. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de mots fameux. Hein, le mot anti, par exemple. Hein, anti, bon. Ok, le mot dans, le mot police, etc. Même le mot terre, égal, petit. Le mot liquide, locution, règle, Dieu, mental, tout ça, ce sont des mots, voilà, ça ce sont des mots latins, mais qui ne sont pas
Et ça démontre aussi une autre vague qui est arrivée assez récemment en Europe, alors que l'indo-européen était déjà créé. Parce que ces mots-là, vous les retrouvez en latin, mais vous ne les retrouvez pas en indo-européen, c'est-à-dire dans les autres langues indo-européennes, vous ne les retrouvez pas. Ça veut dire que c'est une nouvelle vague qui est arrivée d'Afrique, mais assez récemment. Oui, c'est une preuve et c'est une réponse à votre question. Ok, parce que ça, ce n'est pas de l'indo-européen, ces mots-là. Ils n'existent pas en indo, on ne peut pas les reconstruire en indo-européen. Donc si on ne peut pas les reconstruire en indo-européen, ça veut dire qu'ils sont arrivés chez les latins, chez les romains, récemment. Mais comme ils sont d'origine africaine, ça veut dire que c'est venu d'Afrique. Il n'y a pas d'autre explication. Donc voilà, et aussi donc pour répondre à cette question, j'insiste là sur la notion de sémontaxe. Excusez-moi, comment vous prononcez magie en sango? En zandé plutôt. Magie. Ouais, sango. Mbao. 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 Voilà, mbao. Et c'est le mangou en zandé. Ben, c'est ça qui a donné le magie. Le mot magie en français. Hein, qui n'ont pas hérité. En créole, on dit Kimboa. Kimboa. Ah oui, là il faudrait voir exactement quelle est l'origine du mot. Est-ce que ça vient du français? C'est hérité des langues africaines. Est-ce que ça c'est fait pas partie de l'héritage français? Ah bon? Ben non. Ouais, bon. Il faudra faire l'étude. Tous les mots, les mots mystiques, oui. Les mots qui sont liés au corps ne sont pas français. Ah. Les mots qui sont mystiques, qui sont liés au corps ne sont pas français. C'est l'origine des chemins africains, ouais. notamment à 80% du Kikongo. Du Kikongo, ouais. Oh, ouais. Ça, effectivement, je m'en suis rendu compte sur quelques événements que j'ai eus. Mais quelque chose qui m'a frappé là-dessus, c'est justement la notion de sémontaxe. Ok? Parce que le créole guadeloupéen, par exemple, bon, le créole martiniquais, c'est pareil, c'est juste... et comme ma femme est guadeloupéenne, j'étudie sur le plan linguistique certains éléments, et je vois que, en fait, la sémontaxe du créole guadeloupéen, c'est la même sémontaxe qu'en Afrique, telle qu'on est en train d'utiliser en Afrique. Et c'est extrêmement frappant parce que il y a un type de sémontaxe, une vision du monde, hein, la sémontaxe c'est ça, que les gens en Guadeloupe avaient l'habitude d'utiliser, que je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est bizarre vos trucs là. Hein? C'est pour dire que quelque chose est mauvais, ils disent que c'est vieux. Tu vois, c'est un vieux truc. Ouais, quand tu vois, quand on dit par exemple, c'est un vieux temps. C'est pour dire il fait mauvais, quoi, c'est un mauvais temps. Tu vois? C'est naturel, c'est logique là-bas. Tu vois, hein? Mais pour moi, c'est bizarre, quoi. Tu vois? Hein? Elle dit, ah oui, ne me ramène pas une vieille note. Hein? Hein? Pour dire, ne me ramène pas une mauvaise note. Je dis, attends, mais c'est tiré par les cheveux, ça. Pourquoi vous dites des trucs pareils? Je ne comprenais pas. Hein? Et parce qu'il n'y a pas de telle sémontaxe dans les langues africaines. J'ai beau étudier, j'ai regardé plein de langues, j'en ai pas trouvé. Hein? Et j'ai été surpris de le retrouver en égyptien ancien. Et là, je suis tombé de nuit. C'est-à-dire que ces sémontaxes étaient employées depuis longtemps par des Africains, aussi bien dans l'Égypte ancienne que dans une partie de l'Afrique, peut-être de l'Ouest et que ça a disparu. Et que c'est resté seulement là-bas en Guadeloupe. Bon, je ne sais pas si c'est pratiqué aussi en Martinique, je ne sais pas. Mais les deux seuls endroits où ça a été pratiqué, c'est dans l'Égypte ancienne, il y a 4000 ans, et dans les Antilles, de l'autre côté de nos jours. Et c'est là le point sur lequel je voulais insister. La sémontaxe, elle est extrêmement puissante. C'est celle qui dit qui est qui.
Tu vois? Quelle est ton origine? Parce que c'est ta pensée, quoi. Tu vois, c'est ta pensée profonde. C'est plus fort que la langue, tu vois. On peut changer de langue. Moi, je parle français. Certains parlent d'autres langues facilement. Mais la vision du monde, de la communauté dans laquelle tu apparais, tu ne peux pas changer ça. Tu vois? Et en fait, les Antillais, ils n'ont pas changé de communauté. Quand ils sont arrivés aux Antilles dans les Amériques. Bon, pour les Amériques, je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne les Antilles, ils n'ont pas changé de communauté. C'est toujours la communauté africaine qui a continué là-bas. Ils ont changé de langue. Bien sûr. Ils n'ont pas changé de vision du monde. Parce que vous voyez bien que, par exemple, dans la sémantaxe, dans la vision du monde, en Afrique, on ne fait pas le genre grammatical, le genre féminin, masculin n'existe pas. Hein? On a tendance à réduire ça quand ça apparaît. Ça a apparu la première fois en Afrique, hein, mais ensuite après on réduit ça, on voit les choses d'une façon neutre. Et ce terme existe alors que ce sont des gens qui ont hérité du français où il y a le genre grammatical, ok? Mais dans le créole, il n'y a pas de genre grammatical. En tout cas, dans le créole guadeloupéen, il n'y a pas de genre grammatical. Ok? Alors que le français, dont il a hérité, le genre grammatical, c'est que les gens qui parlent de ça, ils n'en tiennent pas compte. Parce que leur langue n'en tient pas compte. Leur vision du monde n'en tient pas compte. Ok? Et donc, ils utilisent un mot pour dire l'être humain, quoi. Hein? Ils utilisent moun, hein, pour dire l'être humain, hein, comme ça en existe dans toutes les langues africaines. Hein? Et bon, il y a un mot pour dire femme, hein, femme, un autre pour dire homme, un homme, et puis etc. Donc, c'est extrêmement puissant. Et il y a une autre sémantaxe que je n'ai pas retrouvée non plus dans les langues africaines, ni même en égyptien ancien, mais que j'ai reconstruit comme ça à partir des langues actuelles, parce que j'ai remonté dans le temps, et que je retrouve en créole guadeloupéen. Hein? C'est le mot pour arbre. Hein? Pied-bois. Voilà, pied-bois. Et ça, c'est la sémantaxe qui est utilisée, que j'ai reconstruit, avant donc de voir ce mot guadeloupéen, que j'ai reconstruit pour le mot arbre, quoi. Hein? Pied-bois, c'est la place du bois. La place du bois, c'est l'arbre. Hein? L'arbre, c'est un endroit fixe. Hein? Hein? Le pied, c'est une place. Hein? Ça, c'est la sémantaxe africaine. Ok? Et c'est ça, pied-bois. Et donc, c'est la même vision du monde. Mais ça, vous ne pouvez pas retrouver ces sémantaxes. Vous ne pouvez pas retrouver ces sémantaxes dans les langues européennes. Moi, j'ai toujours cru qu'on avait hérité ça de l'anglais, en fait. Ah non. Là, aujourd'hui. Ah non, non, c'est pas de l'anglais. Aucun mot anglais ne fait une construction. Le genre et la syntaxe, en fait. Oui, non, pas du tout. C'est vraiment typique des langues africaines. D'ailleurs, même la conjugaison des verbes. Ok? Vous avez vu, c'est typiquement des conjugaisons des langues africaines, hein, actuelles. Hein, en général, hein, la majorité des langues africaines. Hein, le verbe reste à l'infinitif en se conjuguant. Hein? Ok, on ne s'amuse pas à mettre des terminaisons, etc. Hein, en manger ou manger, bon, hein, etc. Bon, voilà. Donc, vous prenez, et quand vous mettez le verbe ainsi à l'infinitif avec le pronom, qu'est-ce que ça exprime en créole? Ça exprime pas le présent. Ça exprime l'accompli, ce qui a été fait. En manger, ça veut dire j'ai mangé. Ça veut pas dire je mange. Vous mettez... C'est pour ça que je pensais que c'était comme l'anglais, en fait. Ah non, c'est pas comme l'anglais. L'anglais, quand tu dis I eat, non, je mange. I'm eating. Oui, bon, je suis en train de manger, mais quand tu dis I eat, je mange. Tu dis pas j'ai mangé. Hein? Mais en créole, je sais que quand tu dis en manger, ça veut dire j'ai mangé. C'est fini, c'est accompli. Hein? Quand tu dis, moi je dis en cas manger. Quand tu dis je suis en train de manger, je dis en cas manger. Hein? Quand tu dis je vais manger, tu dis en cas manger, etc.
Non, oui, un peu, je me débrouille un peu. Bon, en fait, il y a 4 mots d'eau. Hein. Il y a le cas, l'action, le oui. qui sont le futur, oui. le qui on peut considérer sur le conditionnel passé. Oui, oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. Le passé que vous avez exprimé tout à l'heure là. Oui, 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 sans auxiliaire. Ouais, ok. Mais ça, c'est une grammaire typiquement africaine. Ok. Bon, peut-être que les particules, les auxiliaires sont différents. Mais peu importe. Hein, parce que bon, on fait avec les moyens du port, mais la vision est la même. Ça se retrouve le cas qui existe en Guadeloupe et en Martinique, mais en Haïti, ils vont dire app. Ils vont remplacer le cas par app. Je ne sais pas où ça vient. Ah, oui, 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 ok. Ouais, ouais. Oui. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est tout à fait compréhensible parce qu'on fait avec les moyens du port, les moyens du bord, mais on garde l'esprit, on garde la vision. Ok. On se dit, bon. Il y a une question de possibilité. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une question de possibilité, mais ils ont le app. Oui. Oui. Ils ont le app. Bon, ils ont, ouais, ouais. Ils ont peut-être une autre, oui. Il y a un autre emprunt, une autre, ouais. Mais. Il y avait une question de possibilité là. Oui, ok. Mais bon, je vais dire, c'est accessoire. Parce que c'est des formes, ok. L'essentiel, c'est la syntaxe. Non, mais juste pour finir par rapport à ça, c'est juste par rapport à ce que vous avez dit, la syntaxe. Oui. Quand, par exemple, le Wolof dit négatif, oui. le fameux négatif se retrouve en créole guadeloupéen, en fait. Le fameux carreau-fait. Comment faire? Le négatif dit comment faire. Ah. Et le créole guadeloupéen va dire la même chose carreau-fait. Le créole martiniquais va dire la même chose, ça au fait. Ouais. Et le créole haïtien va dire ça qu'a fait, qui veut dire aussi comment faire. Ouais. Et les Noirs américains ont inventé le terme, parce que les Anglais disent how are you, le Noir américain va inventer le terme comment faire, how you doing. Ah, c'est ça. Ah, exact. C'est ça la sémantaxe. Il va prendre la langue anglaise, il va la prononcer, il va. Exactement. Dans une configuration africaine. Ben voilà, c'est ça la sémantaxe. Bon, vous venez de donner le meilleur exemple de ce que c'est qu'une sémantaxe. Ça disparaît pas avec et ça définit une communauté. Ok, c'est ça. Donc voilà. Donc, même les Noirs américains, ils sont en train de créer, peut-être un nouvel anglais à partir de leur sémantaxe, de la sémantaxe qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Et l'anglais qu'ils parlent va évoluer dans cette direction pour aller peut-être ailleurs et se différencier, quoi. Donc voilà. Donc je suis là. Voilà, c'est donc les sémantaxes. Hein. Donc vous voyez par exemple comme différence, parce que c'est ça là, ce qui fait la différence. Sémantaxe entre, vous avez remarqué, c'est dans les langues africaines, bouche et langue c'est pareil. Le langue, c'est-à-dire le langage. Le langage et la bouche c'est pareil. La parole et la bouche, c'est la même chose. Hein? Ça, c'est typique des langues africaines. Dans toutes les langues africaines, si vous faites attention, vous verrez, bouche et langue, et langage, on utilise la même chose. Mais dans la langue sémitique et indo-européenne, c'est pas ça qu'ils utilisent. Ils utilisent l'organe, la langue, pour dire la langue, hein, le langage. Ok? C'est une différence. C'est un détail qu'il faut tenir compte. Hein. La mentalité n'est pas la même. On ne voit pas ici de la même façon. La bouche, c'est par la parole pour un Africain. Ok? Pour un Européen et pour un Sémitique, la parole, c'est par la langue. Ok? C'est pour ça qu'on dit langue. Language. Ou tongue. Hein? Même en anglais, même quand c'est pas l'emprunt du français, hein, on dit tongue pour dire langue. Mais vous ne verrez jamais ça. Ni en égyptien ancien, ni en sango, ni en zandé, ni dans vos langues. On dit toujours bouche. Bouche, parole. Ça fait une différence nette entre ces deux populations. On a beau hériter des mots, la vision est différente. Jour et soleil, c'est pareil. Et là, j'ai mis qu'en créole guadeloupéen aussi, c'est pareil, hein, dans certaines expressions. Hein, parce que, mon frère a l'habitude, mon beau-frère a l'habitude de dire, un autre soleil, hein, pour dire un autre jour. Donc ça veut dire que dans la tête, on sait que soleil et jour, c'est pareil, quoi. Hein, alors que c'est deux mots différents dans les langues européennes et dans les langues sémitiques. Bon, évidemment, pied égale place, et ça donne abstrait, ça vous le voyez dans toutes les langues africaines. Ben, vous ne trouvez rien de ça chez les Européens.
Il y a encore un autre truc qui est très parlant. On peut étudier ça sur le plan, de la pensée. C'est la sémantaxe du verbe avoir. Ok? Dans beaucoup de langues africaines, avoir, c'est quoi? Avoir, c'est être le destinataire de quelque chose. C'est être avec quelque chose. Hein? Je suis avec quelque chose. Donc j'ai cette chose-là. Hein? Mais en édition, c'est comme ça. En sango, c'est comme ça. En zani, c'est comme ça. Hein? Je suis avec la chose. J'ai la chose. Alors que dans les langues indo-européennes, même si j'utilise des mots africains, c'est pour ça que je dis sémantaxe, il faut faire attention. Ça différencie deux peuples. Avoir, c'est tenir. Hein? D'ailleurs, abere, c'est tenir. Ok? Je tiens. Hein? Et c'est ça. Hein? En anglais, hein, to grasp. Hein? Capturer. Hein? Ça explique quelque chose sur le plan historique, préhistorique, etc. Hein? Hein? Ça veut dire que les populations parlant les langues africaines sur une longue période ont déjà abouti à des sociétés gouvernées par des lois depuis longtemps, par des règles, ok, qui fait que pour avoir quelque chose, on sait, hein, il y a une loi qui te confie que tu as la chose, donc il suffit d'être avec la chose, voilà, hein, tout le monde sait que c'est à toi, tu n'as pas besoin de tenir. Hein. Mais dans les langues européennes, attention, tant que tu ne tiens pas le truc, c'est pas à toi. Il faut tenir. Il faut tenir la chose pour que ça t'appartienne. Donc il faut la lutte, tu vois. Ça veut dire que c'est une société encore arbitraire, il n'y a pas de loi. Ok? Il faut que tu tiennes la chose pour que ça t'appartienne. Il faut que tu te battes. Il n'y a pas une communauté, il n'y a pas un truc supra, machin, qui va venir t'obliger à dire c'est pas à toi ou c'est à toi. Tant que tu ne tiens pas la chose, c'est pas à toi. Ok? Donc, hein, si tu veux avoir une femme, il faut que tu la tiennes. Comme ça. Comme ça, elle est à toi. Hein? Si tu veux avoir un gibier, tant que tu ne l'as pas tenu dans tes bras, c'est pas à toi. Non, mais moi, voilà, je ne retrouve pas trop cette ordonnance, en fait. Donc, est-ce qu'il y a pu y avoir des évolutions? Ah oui, bien sûr. Parce que la liste qu'il y a sur la gauche, oui. Franchement, je retrouve pas... Sur la bouche, je peux vous le retrouver en Wolof, hein, ça existe, hein, en Wolof. Bon, le mot langue peut faire référence à un ancien mot qui veut dire bouche, ok, mais qui a été déplacé par un nouveau mot, ok. Mais il faut faire l'étude pour le voir. Mais ça existe. Si vous voulez, on peut faire la recherche sans aucun problème. Comprendre, c'est avoir entendu. Ça aussi, c'est par contre, en Wolof, c'est ça. Ah ouais. Hein, quand tu entends, c'est ça. Ouais. Hein? Alors que en indo-européen, entendre, c'est saisir, c'est comprendre. Ok? C'est différent. Hein? C'est pour ça qu'on dit comprendre. Hein? Comprendre, c'est prendre avec soi. Tu as capté. Et c'est pour ça qu'on dit to grasp. Hein? Tu as capté. Et même en français, tu as capté. Tu as saisi le truc. Et que tu as compris. Alors que dans les langues africaines, est-ce que tu as entendu? Tu as compris. C'est deux choses différentes. Là, il n'y a pas d'échelle de valeur. Mais voilà, c'est juste différent. On va utiliser les deux en fait. Parce que comprendre, on va dire entendre. Oui. Comprendre, on va dire aussi. On peut dire comprendre en disant saisir. Oui. En fait, il y a les. Oui, mais bon, c'est à voir. Est-ce que c'est sous l'influence du français que vous dites comme ça? Je ne sais pas. Il faut faire l'étude aussi pour voir. Parce qu'il y a l'influence du français aussi qui peut jouer. Hein? Mais le simple fait que vous avez les deux penche pour un emprunt de mode, hein, au français, quoi. Hein? Oui, tu as capté. Tu traduis ça en Wolof, quoi. Et ça fait ça. Tout comme, ça peut peut-être être un ancien truc. Donc, voilà. Et autre chose aussi de très particulier, c'est bouche. Bouche de l'eau, ça veut dire bord de l'eau. Ok? Quand on dit que c'est la bouche de l'eau, c'est le bord de l'eau.
aussi bien en égyptien ancien qu'en sango ou en zandé ou en haoussa. Ça, c'est des trucs que j'ai vérifié. Ok? Mais par contre, dans les langues européennes, bouche de l'eau, c'est quoi? C'est bon, ça paraît logique, hein? Bouche de l'eau, c'est l'embouchure. Hein? Par où ça débouche, quoi. Ok? Et donc, voilà, vous avez un certain nombre de choses qui font une différence, quoi. Donc voilà. Bon, la dernière slide... okay. La dernière slide, c'est ça, hein? Bon, c'est un truc que j'explique pour voir justement l'aspect colonisation des esprits de l'Afrique vers les autres à une époque extrêmement récente. Donc, vous avez vu l'homonymie, hein, entre comment à partir d'homonymie, on fait des associations d'idées et on crée de nouveaux concepts. C'est la raison pour laquelle, par exemple, hein, vous avez vu le roi Zoulou, là, hein, il porte le truc de léopard pour dire qu'il est le roi, quoi. Il a la force, il est le machin. Tout simplement parce que le mot pour léopard ou peau de léopard se dit de la même façon que le mot pour force, celui qui a la force. Et donc on associe les deux. Et ça se dit pareil en égyptien ancien, comme vous le voyez ici. Et c'est à partir de là, en bantou et en égyptien ancien, que ces concepts ont surgi. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, Napoléon, il imite exactement le même truc en moderne, sans comprendre ce que c'est. Ok? Parce que hein, il porte une peau de panthère là. C'est une utilisation de peau de panthère, vous voyez ici. Hein? Il ne comprend pas pourquoi. Hein? C'est arrivé en Europe comme ça. Mais l'origine de ça, c'est que voilà, hein, dans les langues des Bantous et dans les langues de l'Égypte ancienne, qui est une forme atténuée du Bantou, les deux choses sont liées. Et ils font le lien. Idem pour le trône. Pourquoi le trône c'est important? Pour désigner le roi, le symbole de la royauté. Hein? Vous le voyez ici en égyptien ancien. Hein? C'est juste parce que ça se prononce pareil que le mot roi. Hein? Le siège et le mot roi, c'est pareil. Et donc on fait l'association. Mais Napoléon, il s'assoit sur un trône sans comprendre. Donc, idem pour le mot chef et bâton. Hein? Là, la canne. Hein? Pourquoi il porte une canne? Bon, voilà. Ça se prononce juste pareil. Donc, les langues africaines expliquent un certain nombre de comportements, de cérémoniels qu'il y a chez les Européens, mais eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi. L'aigle a deux têtes aussi, etc. Tout ça s'explique naturellement par des homonymies qu'il y avait dans l'Égypte ancienne, quoi. Donc voilà ce que je voulais montrer aujourd'hui. Et je pense que j'ai fini. Qui savent pas ce qu'ils font. Ah mais non. Sinon il aurait dit quelque part. Ben non, ils font exprès de le cacher. Ah mais non, je crois pas. Quelque part il aurait dit. Là, là on le voit par la linguistique, on voit l'association très claire qui se fait entre peau de léopard et le roi. Mais ici non. Ça ne s'explique pas. Ils vont donner des raisons, bien sûr. Ils donnent des raisons, hein, mais ce sont des raisons qui ne tiennent pas. C'est, ouais, bon, ceci, cela. Hein. La vraie raison, c'est ce que je suis en train de dire. Dans toutes les sociétés africaines traditionnelles, le trône, c'est important. Ok? Le trône, là, le mbata, là, c'est très important pour le roi. Ok? Et c'est juste parce qu'il y a une homonymie, quoi. Et le Bantou l'explique très bien. Hein. Tout part du Bantou, quoi. Et c'est le Bantou qui explique le truc. Hein, même le symbole russe, l'aigle. Hein, pourquoi l'aigle est si important? Même Napoléon, il a son aigle. Hein. Pourquoi l'aigle est important? C'est juste parce que l'aigle et le mot Koulou, c'est pareil. C'est juste ça. Okay? On associe l'aigle à la royauté, mais c'est juste parce que Koulou et Koulou, bon, voilà, c'est ça. Hein. Donc vous voyez, l'aigle a deux têtes de l'armoirie de la Russie. Ben oui, ça remonte aux Hittites, déjà. Hein, qui sont un autre peuple indo-européen. Et ça, même les Hittites ne l'expliquent pas. Hein. Il faut l'Égyptien ancien pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire, quoi. Donc voilà le lien, quoi. Et c'est ce que je voulais dire. Et je termine par là. Donc voilà.
j'ai fini. Je suis désolé d'avoir pris autant de temps. Voilà. L'échange a été interactif. Il y a eu beaucoup. Ça a rallongé aussi la présentation de M. Mboli. Moi, je vais quand même poser la question de savoir pourquoi vous avez titré votre livre Origine des langues africaines, alors qu'à l'exposé, on se rend compte que ça explique plus que ses origines. Pourquoi avoir choisi, finalement, pourquoi pas les origines des langues du monde? Non. Pourquoi avoir choisi de restreindre à ce titre-là votre livre? Oui, parce que le titre a été choisi déjà dès le départ, avant que j'arrive à ces conclusions. Les deux conclusions concernant le sémitique et l'indo-européen ont été obtenues au cours de la rédaction du livre. Et donc, je n'avais pas insisté dessus, sur cet aspect-là. Et ça ne concerne pas, de toute façon, toutes les langues du monde. Parce que je n'ai pas étudié le chinois, je n'ai pas étudié le vietnamien, ni les langues amérindiennes. Voilà. Donc, ni les langues océaniennes, ni les langues australiennes. Donc, voilà, c'est juste les langues africaines et leurs descendantes dans d'autres parties du monde. Il se trouve qu'effectivement, parmi leurs descendantes, il y a les langues indo-européennes. Donc, je traite ça, mais grosso modo, c'est vraiment les langues africaines, quoi. Bon, de par la reconstruction de l'ancêtre ultime prédialectal, qui est né à partir de rien, on aurait pu dire, effectivement, bon, c'est l'origine de toutes les langues du monde. Mais tant qu'on n'a pas fait la même démarche à partir d'autres langues pour arriver à ce même état de langue initiale, on ne peut pas conclure, quoi. Parce qu'il y a toujours la possibilité que, par exemple, le chinois ou d'autres langues aient pu apparaître spontanément à partir d'autres communautés d'humains qui sont partis d'Afrique depuis longtemps et peut-être qui ne parlaient pas ou qui... oui, donc c'est juste la raison pour laquelle j'ai conservé le nom Origine des langues africaines. Ma question, en fait, comment vous arrivez à faire de la linguistique aussi poussée? J'allais poser la même question. Bon, sans... justement, c'est là qu'on voit la limite même de l'école occidentale. Hein. Sans aller vers l'anthropologie. Pourquoi je dis ça? Parce que, premièrement, il y a la question du frère, qu'il a posé la question par rapport à la migration qui a quitté l'Afrique. Oui. Et après, il y a une deuxième migration qui est allée changer le comportement. Oui. Tout à fait. Ça voudrait dire ceux qui sont restés sur le continent, oui, ont évolué. Oui, oui. Contrairement à ceux qui s'étaient partis une première fois, oui, il a fallu une deuxième exactement. Tout à fait. Alors, donc c'est ma question. Oui. Comment on peut faire la linguistique aussi pour sans étudier l'anthropologie? Ça, c'est ma question. Première question, c'est ça. Oui. Et c'est aussi lié au fait que le frère est sénégalais. Oui. Et donc, vous avez dit que sa langue est bir. Oui, ber, oui. Bir. Oui. Alors que son voisin Bambara est le contraire. Oui. Comment on peut expliquer ça? Oui. Comment on peut expliquer que son voisin Bambara, le Bambara et le Wolof, oui, c'est des frères en fait, et l'un est bir et l'autre est... Comment on peut expliquer voilà. Ça en fait? Alors, justement, je ne fais pas de la synchronie comme les africanistes, ok, qui se basent juste sur l'état actuel des choses et puis qui concluent. Les choses ont évolué et évolué sur de longues périodes. Ces gens ont dû se rencontrer dans la vallée du Sénégal ou dans la vallée du Niger récemment, assez récemment. Ok? Ils ont pu rester en contact pendant longtemps dans cette vallée. Oui, peut-être. Mais le fait est que quand on fait de la linguistique historique, on ne se soucie pas forcément de l'état actuel des contacts, des choses. On peut être voisin et n'avoir rien à voir. Les Turcs sont voisins des Grecs
Mais les langues turques n'ont rien à voir avec les langues indo-européennes. Il y a les basques qui sont juste à côté là. Oui, mais ce sont les Bambara et les Wolof, on voit que c'est la même famille. La chose, c'est que comment, au niveau du comportement, l'un va aller dans son sens. Moi, je vois pas. Hein. Moi, je vois pas que. Oui, c'est la même famille. Autant que les Sango ou les Zoulous. Moi, je vois pas de différence. C'est exactement la même chose. S'il s'agit de communautés, de traits communs, il n'y a pas plus de traits communs entre les Bambara et les Wolof qu'entre les Bambara et les Zoulous, machin. Hein? Alors, bon, maintenant, ils se retrouvent dans un certain nombre de régions avec une dynamique historique bien précise. Oui, ça fait des convergences aussi. Mais ça, c'est récent. C'est pas à voir avec la langue. Et ils peuvent, par exemple, être tous musulmans, ou pour une grande majorité. Ça, c'est des phénomènes récents. Alors que les Zoulous ne le sont pas. Bon, voilà des trucs d'exemple. Donc, on ne peut pas se baser sur l'actuel. Les Andés et les Sango, ils sont côte à côte. On pensait même que voilà, la classification de Greenberg et des autres se base sur ces proximités. D'ailleurs, les noms des sous-groupes, c'est juste des noms géographiques. Hein? Ubangi, Adamawa. Donc, Adamawa, Ubangi, pour parler du sous-groupe de cette partie. Hein? Et puis, etc. Langue tchadique, pour parler de la région du Grand Tchad. Ça n'a aucune consistance. Donc, il y a pas mal de choses qui sont erronées. Et pour répondre à votre première question, effectivement, quand j'ai vu cette influence des Africains en Europe, ça correspond à, effectivement, ça appelle donc, ça étonne d'abord au premier abord, hein, parce que je ne m'attendais pas à ça. Ensuite après, ça donne une explication, quoi. Et donc je me suis mis, j'en ai parlé une ligne ou deux dans le livre, ça appelle une explication. Donc j'ai fait des recherches pour savoir, et je me suis rendu compte que la génétique des populations le prouve. Que des populations subsahariennes sont arrivées en Europe récemment. C'est-à-dire aux alentours du néolithique. C'est eux qui ont introduit le néolithique en Europe. Et ça, ces populations, ils ont laissé des traces dans les gènes des Européens partout. En petite quantité, bien sûr, hein, parce qu'on peut mesurer. On peut mesurer l'époque aussi. C'est pour ça qu'on sait que c'est aux alentours des néolithiques qui sont arrivés. Et on les trouve jusqu'en Norvège. On les trouve jusqu'en Sibérie, les traces de ces Noirs-là. Donc, ils sont pas restés juste là. Ils sont allés loin. Ok? Donc, les preuves génétiques viennent en support des découvertes que j'ai faites. Et donc, ça, c'est de l'anthropologie comme vous l'appelez. Et donc, mais quand je dois apporter des preuves, je dois apporter des preuves que sur le plan linguistique. Je ne vais pas utiliser d'autres sciences en support de mon argument. Okay? Je dois le prouver uniquement par ma propre force linguistique. Hein? Sinon, si on utilise des faits anthropologiques pour prouver la parenté, par exemple, entre les Égyptiens anciens et par exemple, le sémitique, c'est pas faire de la linguistique. Vous devez utiliser que des faits linguistiques. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai encore une question. Oui. Oui, justement, j'aimerais poser. Bon, c'est pas exactement la même question. Oui. Le parent pauvre un peu du monde renaissant, c'est la linguistique. C'est très difficile. Moi-même, j'essaie de lire Benga. Moi, je suis de formation scientifique. Effectivement, on nous a un peu éduqué, l'école occidentale nous éduque à une séparation stricte. Quand tu es scientifique, tu n'aimes pas les langues, le droit, et inversement. Et donc, ce qui fait que ce n'est pas une discipline qui est très usitée dans nos milieux. Parce que c'est très rébarbatif. Il y a un jargon, c'est très jargonnant. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous venez du monde non linguistique, vous n'êtes pas un linguiste de formation. Pour moi, c'est comme un petit miracle que quelqu'un qui a pratiquement un cursus scientifique, donc dans lequel je me reconnais, arriver à atteindre un tel niveau de linguistique jusqu'à publier un tel ouvrage qui fait école quelque part.
comment est-ce possible? Est-ce que y a un peu, c'est de l'ordre du génie? Est-ce que c'est de l'ordre du possible? Est-ce que c'est accessible aussi au commun des mortels que nous sommes? Parce que je trouve que le fait qu'on n'ait pas cet élément linguistique explique même nos questions. Aujourd'hui, on mélange les différentes sciences, où on essaie de, d'expliquer un fait linguistique par un fait anthropologique ou ancien. Voilà, comment nous aussi on peut arriver à rapidement à comprendre et à utiliser la méthode comparative. Moi, j'aimerais bien, par exemple, l'appliquer dans ma langue, mais j'avoue que j'ai l'impression que c'est déplacer une montagne, en fait, pour arriver à votre niveau. Alors, oui. Je peux compléter sa question? Oui, oui. Voilà, en fait, je voulais donc renforcer ce qu'il dit, tout simplement en ajoutant que comment écrit-on 630 pages pendant 10 ans par passion? Oui. Alors, bon, justement, avant de répondre à cette question, je voulais répondre à la première question, par dire que justement, c'est la passion qui m'a amené à ces résultats-là. Ok, donc pour arriver à ces résultats, il faut de la passion. Il faut de la persévérance. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai l'habitude de dire que, et je l'ai dit au début de la conférence, que j'ai dû lire le livre de Théophile Obenga, ce livre-là, que voici. J'ai dû le lire une dizaine de fois, du début à la fin, scrupuleusement, pour bien comprendre. Et à chaque fois, j'ai découvert de nouvelles choses. À chaque fois, j'apprenais de nouvelles choses. Parce que c'est quelque chose de difficile. Et puis, il a une bibliographie où il a donné pas mal de références. Les changements phonétiques, par exemple, comment les sons changent au cours du temps. Quelles sont ces lois? Tout ça, c'est décrit dans des documents, des livres de linguistique historique. Et il y a de la documentation qui est là-dessus. Donc, il faut les travailler. Et le fait d'avoir une formation scientifique, au contraire, aide. Parce que vous avez vu, c'est de la science, la méthode comparative. Et beaucoup de linguistes de formation, y compris des amis à moi qui sont des linguistes, ils n'arrivent pas à ça. Ils ne comprennent pas. Et c'est pour ça que la plupart des africanistes n'emploient pas la méthode comparative. Ils bypassent ça, ils utilisent la méthode de Grimet, comparaison de masse, je ne sais pas quoi, parce qu'ils ont peur de ça. Mais quand on a un esprit scientifique, on fait attention aux détails, on peut facilement extraire des lois, des choses régulières qui apparaissent. Et puis bon, avec les connaissances qu'on a des autres langues, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur d'étudier par exemple les langues indo-européennes, parce que c'est là qu'on apprend la méthode. C'est surtout l'étude des langues indo-européennes qui m'a donné les clés de la méthode comparative, parce qu'on explique très bien comment on l'applique, on explique les choses de façon très poussée. Voilà, exactement. Et donc, imaginez, quand on ajoute le grec, le latin et toutes ces choses, c'est extrêmement passionnant, et c'est la passion qui amène vers ça. Bon, quant à savoir comment être passionné sur une aussi longue période, ben, bon, je n'explique pas, mais bon, c'est juste de la passion, quoi. Et la volonté d'arriver à un résultat indiscutable. Parce que c'est ça. La ténacité. Je veux absolument... J'ai passé beaucoup de temps là-dessus, tous mes week-ends, toutes mes vacances là-dessus. Et donc, bon, ça amène à ces résultats, parce que je veux aussi que ça soit le plus indiscutable possible. Donc voilà, le livre fait 630 pages, parce que j'ai mis tous les éléments de preuve dedans, pour qu'on ne vienne pas dire, ah oui, telle chose manque, ou telle autre chose. Le lecteur a tout pour juger. Ok. Au regard de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, par Diop, Obenga et bien d'autres, qu'est-ce que vous estimez apporter
à la science linguistique africaine ou à la connaissance linguistique africaine à travers ce que vous avez fait, et quelle est pour vous la valeur ajoutée intrinsèque de vos travaux au regard aussi de tout l'intérêt que porte la communauté scientifique mondiale et la communauté universitaire mondiale à ce que vous avez fait? Alors, moi je pense que la première contribution, c'est l'amélioration de la méthode comparative. Ok? Pour qu'elle s'applique aux langues africaines du fait qu'il n'y a pas l'écrit. Je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez vu pourquoi il fallait durcir les critères. Parce que les africanistes ont l'habitude de chercher à appliquer la méthode comparative, mais en relaxant les critères. La méthode comparative, quand vous relaxez les critères, vous pouvez comparer n'importe quoi avec n'importe quoi, vous arrivez à des résultats. Ok? Donc, voilà. Vous avez vu qu'on pouvait très facilement, à partir des emprunts de l'anglais fait au français, dire que les deux langues sont très proches, alors qu'il n'en est rien. Ok? Donc voilà. Ma méthode, qui est une extension de la méthode comparative, mais en durcissant les critères, en les relaxant, en durcissant les critères, permet de les appliquer aux langues africaines assez facilement. Ok? Et une fois que j'ai obtenu de la langue mère, les formes de la langue mère, parce que ça n'a pas été obtenu jusqu'à maintenant. Sérieusement. Ok? Cheikh Anta Diop a comparé le Wolof avec l'ancien égyptien. Il n'a pas reconstruit l'ancêtre commun. Et en plus, il a fait que la comparaison entre deux langues. Théophile Benga a fait pareil. Entre le Mboshi et le moyen égyptien. Et il n'a pas intrigué les autres langues bantoues. J'avais vu ce que ça peut apporter comme erreur. À propos du cas intervocalique dont je parlais tout à l'heure, qui a été loupé parce que déjà, dans le Mboshi, malheureusement, le Mboshi est déjà un état évolué du bantou où le cas a disparu. Okay? Et donc, quand on compare le Mboshi avec l'égyptien ancien, où déjà ce A, on s'amuse à dire que c'est une voyelle ou une semi-voyelle, eh bien, on ne voit pas sa vraie nature. Okay? Et on a tendance à le confondre avec une voyelle en se basant sur le Mboshi, donc en comparant que deux langues. Okay? Donc, ce que je fais, c'est de dire que toutes les langues africaines peuvent être comparées simultanément. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait. Pour les langues indo-européennes, on compare en même temps les langues typiques. Hein, okay? Le grec, le sanskrit, le latin, etc. En même temps. Et puis on reconstruit l'ancêtre. Et une fois qu'on a reconstruit l'ancêtre, eh bien on peut facilement l'appliquer à d'autres langues africaines. Donc mon apport, c'est ça. Une fois qu'on a reconstruit l'ancêtre prédialectal, c'est facile d'expliquer de nouveaux faits dans d'autres langues. Dans les langues bantoues, en Wolof, dans plein d'autres langues. Là, je suis en train de travailler sur le Peul. Eh bien, c'est facile pour moi. Je vois des choses. Je comprends des choses que je n'aurais jamais compris. Je dis, ah bon, c'est ça. Et ça s'applique. Et je prends de nouvelles langues. Je lis l'histoire de l'Afrique à travers les langues. Là, actuellement. Parce que j'ai l'ancêtre prédialectal devant moi. J'ai dégagé les sémantaxes. Et je vois les choses claires. Donc, les gens qui maîtrisent ce qui a été fait dans mon livre, ils iront loin. Et donc, il y a le frère noir américain, Assar Imhotep, qui a très bien compris, c'est l'un de ceux, à ma connaissance, qui a très bien compris le livre, dans les moindres détails. Eh bien, il l'applique. Il fait de nouvelles découvertes, il fait des choses, on échange, et il va plus loin. Il va plus loin que moi. Et il voit que la méthode marche, quoi. Donc, c'est ça la contribution. Seriez-vous prêt à changer de métier pour passer... Est-ce que l'une de ces universités vous a fait une proposition de carrière, si on peut dire ça comme ça? Non, hein? Non, pas encore. Pas encore, et bon, je suis pas prêt. Je suis pas. Parce que bon, je trouve votre présentation très brillante et vraiment
c'est un sujet comme celui-là. Pourquoi ne pas changer de métier? Oui, le problème c'est que j'aime aussi mon métier actuel, là, je suis passionné aussi par ça, qui n'est pas très loin de la méthode comparative, hein, parce que j'ai d'abord été ingénieur de conception, hein, je conçois des systèmes électroniques, et ensuite après, je suis devenu vérificateur, hein, donc je vérifie les conceptions, régularité de conception faites par d'autres ingénieurs. Donc bon, c'est des critères de rigueur qui sont exigés aussi dans ce travail. Et c'est tout aussi bien, quoi. C'est tout aussi bien. Mais parallèlement, je lâche pas la linguistique, comme je vous l'ai dit, je suis en train de travailler. Voilà, j'ai relâché un peu parce que j'ai trop de boulot, mais je suis en train de travailler. Livre, oui, voilà, c'est en train d'être rédigé. J'ai fait de grandes découvertes, de nouvelles découvertes, hein, avec le Peul, le Dogon et les langues bantoues d'une manière générale, qui confirment en fait ce qui a été fait dans le livre. Et j'essaye, comme je l'ai dit au début, de dater les différentes étapes du négro-égyptien, jusqu'à quand ça remonte, quoi, avec une méthode sûre, indiscutable. Donc je suis en train de travailler dessus. Et bon, le livre sortira, vous en serez informés, les premiers, et ensuite il y aura d'autres livres, hein. J'ai plein d'idées, enfin, parce que vous savez que l'émergence même de la pensée, elle est indissociable de l'émergence du langage. Donc la pensée humaine est née en même temps que le langage, ok, et c'est en Afrique, et on suit le cheminement de ça à travers le déchiffrement de la langue ancêtre. Okay? On voit comment les idées apparaissent les unes après les autres, progressivement. Donc ça aussi, c'est un travail à faire pour plus tard, que j'aimerais faire. Mais d'autres peuvent le faire aussi à ma place, en se basant sur mes travaux ou sur d'autres, quoi. L'essentiel, c'est la rigueur. Il faut vraiment de la rigueur et ne pas... Et ça, je l'ai dit dans la conclusion, ne pas partir avec des préjugés. Ne pas dire, oui, j'ai déjà ça, on connaît déjà ça. Et non, il faut faire comme si on part de zéro. Moi, j'ai même, partant que, quand on commence le travail de recherche, on se dit, ça, c'est rien, ça, c'est rien, ça, c'est rien. Je pars de zéro, j'applique froidement la méthode comparative et je vois ce que ça donne. Et là, on trouve beaucoup de choses, quoi. Ma dernière question. Après un aussi important travail, combien ça vous a rapporté? Combien de droits d'auteur vous avez encaissé pour ce que vous avez fait? Ben, rien pour l'instant. Non. Oui, rien pour l'instant parce que c'est un livre, universitaire, beaucoup de pages. Mais bon, ça va venir. Et donc, qui ne se vendent pas comme des petits pains. Déjà, hein, parce que vous voyez que on les trouve dans les grandes bibliothèques universitaires. Donc les chercheurs, ils vont là-bas, ils travaillent dessus, etc. Même au centre Beaubourg, on peut les trouver. Hein, on est à Paris, là, au centre Beaubourg, il y en a là-bas aussi. Et bon, à Toulouse, etc. Donc, c'est ça. Et mon objectif, c'est ça, en premier. Ok, c'est pas au niveau financier. Bon, mes enfants, peut-être, ils en profiteront. Mais l'essentiel, c'est mes connaissances. Parce que j'étais même pas sûr que mon livre allait être publié, quoi. Donc, quand j'ai envoyé le manuscrit, bon, voilà, j'ai dit, bon, mais si on accepte, c'est déjà beaucoup. Donc, bon, eh ben, ça a été... Voilà, pour votre prochain livre, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous pourrons le publier. Ok, sans aucun problème. Voilà. Donc... s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la phase de... Ouais, une toute dernière question. Je vois que bon, le livre est sorti depuis un moment, quelques années. Depuis 2011, oui. Depuis 2011, oui. En 2015, 16 bientôt.
Ça fait 4 ans. Hein? Moi, par exemple, je vous ai découvert par hasard parce que je suis Assar Imhotep via son groupe Amélie Squad. Tout à fait par hasard. J'étais même choqué d'apprendre qu'un frère, un francophone qui habite ici avec nous a fait ça et nous on ne le connaît pas. Si le doyen Narmer ne nous aurait pas fait venir, on vous aurait... Est-ce que c'est... En fait, c'est deux questions en une. Est-ce que c'est une volonté d'être en retrait de la communauté des suivants de Diop, justement? Et deuxième question, quels sont vos rapports avec les autres linguistes qui font la linguistique africaine? J'ai l'impression qu'il y a comme une volonté de rester en retrait. Est-ce que je me trompe? Non, non, vous vous trompez, vous vous trompez. C'est juste que, une fois que le livre est sorti, pour moi c'est un grand milestone qui a été atteint, quoi. Et donc, bon, je souffle, quoi. Hein. Bon, voilà, ça a été publié. Et donc, je ne fais pas le suivi. Ça, je reconnais que je ne vais pas derrière pour... parce que je n'ai pas non plus beaucoup de temps, quoi. Ouais, comme j'ai un autre travail qui me prend aussi beaucoup de temps, bon, voilà, donc je ne suis pas très assidu pour faire la publication, pour contacter, etc. Et effectivement, ça, c'est un défaut que j'espère sera corrigé, hein, puisque, bon, maintenant, le frère Narmer me connaît, et puis, bon, il y aura d'autres conférences comme ça pour développer l'idée, parler de la méthode comparative, pour faire connaître, quoi. Donc ça viendra avec le temps. Et puis bon, comme ça me permettra de connaître d'autres chercheurs dans la mouvance de Diop. Hein. Je suis en contact avec Assar Imhotep, évidemment, avec même Djibombari. On a travaillé ensemble, quoi.